Patrick Martin, Laurent Allard, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de la Tribune pour une époque formidable. Nous allons évoquer ensemble le comportement des entreprises familiales dans la crise. Ces entreprises familiales sont bien sûr à géométrie variable. Elles composent un ensemble hétéroclite. Il est par exemple très difficile de comparer une TPE entièrement détenue par les membres d'une famille qui y travaille avec un géant multinational coté en bourse et qui doit rémunérer plusieurs centaines d'actionnaires familiaux. Les enjeux, les écueils, les vertus ne sont pas du même ordre. Il existe toutefois des traits communs. Ces entreprises familiales possèdent des propriétés, nous y reviendrons, qui les singularisent, qui les arment mieux que d'autres. Et ces vertus, ces ressorts forment une résistance particulière. Mais la crise peut mettre aussi en exergue des points de vulnérabilité. Et c'est cet ensemble de situations que nous allons aborder. Laurent Allard, vous êtes associé co-gérant du cabinet Family & Co, spécialisé dans l'accompagnement des actionnaires familiaux, et ce pour des entreprises de 2 millions à 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce cabinet, vous l'avez connu en faisant appel à ses services. Vous présidiez alors une holding familiale composée d'une cinquantaine d'actionnaires, je crois. Tout à fait. Et vous l'avez racheté en 2017 avec votre associé Pierre-Emmanuel Costeux. Exactement. Patrick. Bonjour Denis. Bonjour Laurent. Patrick Martin, vous êtes président délégué du MEDEF. Vous êtes également président du groupe Martin Belezou, spécialisé dans la distribution B2B. Et c'est à ces deux titres que votre témoignage est si précieux. Cette ETI, sise dans le département de l'Ain, est dans la famille depuis sa naissance en 1829. Et vous en êtes l'actionnaire majoritaire, ce qui est assez rare, je crois, au bout de la 6e ou 7e génération. Martin Belezou a tutoyé en 2020 les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 2500 salariés. Alors, on connaît tous les attributs communs à la plupart des entreprises familiales, une relation au temps long, stabilité capitalistique et managériale, une culture du devoir et de la loyauté, une capacité de résistance, un ancrage territorial, des facultés de recul et de hauteur décisionnelle. Patrick, votre groupe ne connaît pas la crise, dites-vous. Elle épouse une forte croissance, pour l'essentiel organique en plus, et vous ambitionnez même d'ici 5 ans le 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette résistance pendant la crise et cette courbe de croissance tiennent-elles objectivement pour partie à cette singularité familiale ? Je voudrais simplement préciser que mon groupe connaît la crise. Qui ne connaît Bien pas sûr, la crise? Il la surmonte jusque-là. Oui, il y a des singularités de notre type d'entreprise. Il faut se garder des généralités, parce que, y compris à l'intérieur des ETI familiales, on trouve des gouvernances, des performances, des perspectives complètement différentes. Mais malgré tout, il y a un socle commun qui nous arme peut-être mieux que d'autres pour résister aux événements, pour les surmonter. D'abord parce que on a, pour les entreprises déjà anciennes, on a l'expérience de ces situations. Les dirigeants étant patrimoniaux et actionnaires par ailleurs, ont gardé en mémoire, ne serait-ce que par transmission familiale, l'expérience de ces épreuves, et ça les prédispose peut-être mieux que d'autres à affronter ces difficultés, à savoir qu'elles peuvent être très graves, qu'elles peuvent être mortelles, mais que dans la plupart des cas, elles sont passagères. Donc ça nous prédispose en quelque sorte à lever le nez du guidon et à savoir comment amortir les Pardonnez-moi, j'insiste là-dessus, ça voudrait dire selon vous que peut-être cette capacité de résister qui a été mise en œuvre dans les décennies précédentes, elle est presque dans l'ADN d'une entreprise. Vous parlez de transmission, elle est oui, alors après chaque famille est singulière, mais moi, pour parler de mon cas, moi j'ai le souvenir précis que mes grands-parents, ma grand-mère singulièrement, m'a expliqué qu'en 1938, il y avait eu des différends familiaux, c'était la queue de comète de la crise de 29, l'entreprise était en grande difficulté au bord du dépôt de bilan, et donc, j'allais dire tout petit déjà, j'ai intégré que oui, j'étais peut-être un notable local, que l'entreprise, au moment où je suis arrivé, était relativement prospère, mais que dans le passé, elle avait connu de graves difficultés qui auraient pu la faire disparaître. Donc, inconsciemment, d'une certaine manière, on intègre cette donnée.
Alors, il faut la positiver après, c'est-à-dire que ça peut être un facteur d'angoisse, de paranoïa, de tétanisation, il ne faut surtout pas que ce soit le cas. Ça peut être au contraire, je pense que ça a été mon cas, une forme d'apprentissage, de pré-apprentissage par transmission, qui amène à se dire, il faut être attentif à certaines situations, il faut prévenir certaines situations, il faut s'y préparer, mais ça n'empêche pas tout au contraire de se projeter dans l'avenir. Vous êtes également numéro 1 bis du MEDEF. À ce titre, vous êtes un observateur, mais aussi un réceptacle, finalement, des situations très contrastées que vivent les entreprises depuis un an. Celles qui sont à actionnariat familial, vous semble-t-elle mieux résister que d'autres? Oui, en moyenne des cas. Oui, en moyenne des cas, sous réserve qu'elle n'ait pas été, avant l'épreuve que nous traversons, mal gérée ou qu'elle n'ait pas déployé de mauvaises stratégies. À nouveau, l'entreprise familiale n'est pas intrinsèquement plus performante, plus stratège, plus brillante qu'une entreprise dont l'actionnariat est différent. Il n'en meurt pas moins qu'autour de toutes ces valeurs, de tous ces fondamentaux qui caractérisent les entreprises familiales, en moyenne des cas, elles ont mieux résisté parce que précisément, je me répète, pardon, en tout cas pour celles qui ont déjà une certaine antériorité, elles ont intégré que la conjoncture est par nature aléatoire, qu'elle peut provoquer des accidents, et donc il ne faut pas s'affoler face à ces situations, d'autant qu'on n'est pas sous la pression d'un actionnariat très disséminé, cultivant moins l'affectio societatis, et puis dans bien des cas, ces entreprises familiales, pour les mêmes raisons, ont des structures de bilan qui font qu'elles absorbent mieux sur le plan financier les chocs conjoncturels. Laurent, vous accompagnez toutes sortes d'entreprises, dans tout type de secteur, de toute taille, de tout type de gouvernance, y compris de structures capitalistiques. L'exemple Martin Belezou et ce que nous dit Patrick à l'instant, ça vous semble refléter assez bien ce que vous constatez? Oui, totalement. Effectivement, c'est vous qui parliez d'ADN tout à l'heure, est-ce qu'on a dans l'ADN de l'entreprise familiale une capacité à mieux franchir les crises? Il y a effectivement ce qu'expliquait Patrick sur le fait qu'on sait passer les crises. Donc là, il y a une première dimension qui est forte. Ensuite, on a une dynamique qui est nourrie par tout ce que vous avez dit tout à l'heure de culture de l'entreprise familiale. On retrouve des traits communs, vision de long terme et enjeu à se projeter vers le long terme, un projet de pérennité, etc. Donc cette vision de long terme, une culture aussi très forte. Patrick en a parlé aussi tout à l'heure sur la dimension humaine, la loyauté, un respect dans les relations, une valorisation de l'humain et de l'apport de l'humain, du capital humain dans les entreprises. La dimension aussi de la culture financière plutôt conservatrice dans les entreprises familiales. Et tout ça, non seulement on sait regarder au-delà de la crise et se dire ça va passer, mais en plus on est armé pour le jour J de la crise, quand tout s'arrête, quand tout s'effondre, quand on n'a plus le repère de bénéfices attendus sur risque pour prendre une décision, parce qu'en fait tout a bougé, qu'on n'a plus ces références-là, ces points d'appui, mais on a un cap de long terme, on a des valeurs qui permettent de prendre un certain nombre de décisions, et comme ça, petit à petit, on arrive à s'orienter dans la crise, avec en plus cette culture de la prudence financière qui fait qu'on a souvent un peu de ressources qui permettent d'anticiper et de passer un cap comme ça, ou d'aller rechercher des financements, parce qu'on a des bilans qui sont très sains, et donc qui permettent d'aller chercher des ressources complémentaires. Ça, c'est sur l'entreprise. Bien sûr. Ce que vous dites l'un et l'autre m'invite à parler d'une notion qu'on dit assez clé et assez commune dans les entreprises familiales, qui est le sens, la raison d'être. Est-ce que, ce sont deux choses d'ailleurs différentes, mais parlons du sens, en tous les cas, de ces entreprises et de ces actionnariats, justement, familiaux. En quoi la crise questionne-t-elle justement ce sens, et aussi en quoi la crise met-elle à l'épreuve les attributs dont nous parlons à l'instant? Première dimension, il y a plusieurs dimensions qui se sont révélées en même temps, selon moi, et puis je parle très modestement d'où je suis. Nous accompagnons une vingtaine d'entreprises à un instant T, donc je n'ai pas non plus prétention à avoir une étude statistique de tout ça, mais la question du sens, elle est apparue de plusieurs manières. La première, ce serait cette question sur ce qui était essentiel et ce qui n'était pas essentiel. Et donc, les actionnaires familiaux se sont retrouvés aux manettes d'activités qui parfois n'étaient pas essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc voilà, première chose à digérer, etc. Ensuite, je répète un tout petit peu, mais la capacité à décider dans l'incertitude, nourrie par ce sens,
j'ai certaines valeurs, j'ai une vision de long terme, un cap, et donc je me raccroche à ça, c'est ma boussole dans la tempête. Et donc c'est ce qui va me permettre peut-être, quand je m'appelle Clarins, L'Oréal, quand je m'appelle LVMH, de faire don de capacité de production pour faire du gel hydroalcoolique. Quand je m'appelle Maroquinerie Auguste Thomas, plus petite ETI, très jolie, qui bascule sur la production de masques, toutes ces capacités de production en sac à main, portefeuille, ce genre de choses-là. Les dons alimentaires, etc. Comment je prends la décision de faire ça à un moment donné? Ce n'est pas forcément mon intérêt économique tout de suite, mais en revanche, je sais que je dois le faire parce que c'est ma contribution au bien commun, c'est la manière dont je vois le sens de mon engagement pour le long terme. Et donc là, il y a un enjeu assez fort. Et donc la crise, elle a fait office de moment de vérité, un peu de paille de fer. Elle a soit montré le sens qu'on cherche à expliciter en permanence. Certaines entreprises écrivent beaucoup de choses là-dessus et elles ont pu démontrer qu'elles vivaient bien cette éthique quelque part. Et puis il y a aussi pour certaines entreprises une crise qui a été révélatrice du sens. C'est que dans la réaction, dans l'action, j'ai pris certaines décisions qui montrent que je suis inscrit dans un écosystème, que je fais ce qu'il faut pour le préserver et pour à la fois jouer mon rôle de lien social et de lien économique localement et aussi construire la possibilité de mon projet économique et de mon développement économique pour la suite. Il y a peut-être aussi des entreprises dont le sens vacille. C'est-à-dire qu'il est tellement questionné par la crise qu'il vacille. Des entreprises et aussi, et je rebondis là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de l'entreprise mais pas beaucoup de l'actionnariat. Dans la crise, l'entreprise familiale elle a une dimension très spécifique, c'est l'actionnariat familial qui va apporter à la fois des questionnements et des points d'appui qui sont très spécifiques à l'entreprise familiale. On a des familiaux qui sont opérationnels, d'autres qui ne le sont pas. On a des familiaux qui vivent du dividende, d'autres pas. Et forcément, une crise avec toutes les questions qu'elle apporte, et vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de questions sur le dividende très vite, parce qu'on arrivait au moment des âgés, ça peut créer des lignes de fracture, ou des fissures en tout cas, dans l'actionnariat familial. Voilà. C'est quelque part la cohérence même d'un actionnariat familial, c'est aussi la solidarité intrafamiliale qui peut être mise en danger justement parce que les enjeux des uns et des autres sont extrêmement hétérogènes. Laurent évoquait quelques exemples concrets à l'instant, mais c'est extrêmement hétérogène. Vous le vivez, vous, ceci, vous l'avez vécu au sein de Martin-Belleuzier, mais aussi en tant que, au titre du MEDEF, des entreprises que vous côtoyez? Alors pas spécifiquement dans le cadre de la crise dont nous sortons, dont nous espérons sortir en tout cas. Parce que cette crise, elle est quand même très singulière. Si je peux me permettre, Denis, votre question aurait été plus pertinente dans le cadre de la crise de 2008-2009, qui était une crise économique et financière au premier chef. Là, nous traversons une crise sanitaire. Et ça n'est pas paradoxal, ça s'explique parfaitement. Les salariés, quel que soit d'ailleurs leur employeur, familial ou pas, ont manifesté une grande confiance dans leurs entreprises. Toutes les enquêtes le démontrent et nous on l'a vécu. On l'a vécu notamment à travers un effondrement de la conflictualité dans les entreprises qui a pu être généré par une forme de peur des salariés quant à leur emploi, mais c'est pas ça, me semble-t-il, le ressort prioritaire. Au contraire, les salariés ont considéré que les entreprises étaient un socle de stabilité et d'une certaine manière de clairvoyance et d'efficacité dans une situation complètement atypique, je le redis, de nature sanitaire avant toute chose. Alors peut-être que dans les entreprises familiales où il y a une incarnation du dirigeant, quand l'actionnaire est par ailleurs dirigeant, le sentiment de relative sécurité et de confiance exprimé par les salariés, mais exprimé plus généralement par l'environnement, a-t-il été plus fort encore que dans des entreprises non familiales. Et voilà, c'est une situation très atypique que nous vivons. Une question qui est tout à fait indépendante de la crise et que je pose à l'un et à l'autre. Lorsqu'on est un dirigeant, un actionnaire familial dirigeant, qu'on est opérationnel, les mains dans le cambouis en permanence, comment vit-on le fait de côtoyer d'autres actionnaires familiaux qui ont des enjeux personnels extrêmement distincts? Et je pense, par exemple, à ceux qui vivent des rentes, des dividendes. Est-ce que c'est difficile parfois, cette disparité justement d'implication? Vous êtes dirigeant, moi pas, mais allez-y Patrick si vous souhaitez. Oui, évidemment. Puis au fil du temps, les relations à l'entreprise de la part des actionnaires peuvent se distendre ou au contraire se renforcer. Il y a des trajectoires individuelles, il y a des personnalités, il y a des aspirations qui font qu'il est dans l'ordre des choses qu'à un moment donné, il y a des tensions.
objectives, mais parfois affectives, au sein d'un actionnariat familial qui peuvent conduire à des situations critiques de vente. Moi, il se trouve que du côté de ma mère, parce que l'entreprise que je dirige vient du côté de mon père, mais mon grand-père maternel avait fondé une entreprise industrielle absolument brillantissime, vraiment une des pépites de l'entre-deux-guerres. Et cette entreprise a périclité pour des raisons accessoirement conjoncturelles, mais essentiellement liées à des tensions actionnariales, parce qu'il est dans l'ordre des choses qu'à un moment donné, chacun veuille reprendre ses billes pour mener un autre projet. Donc c'est une complexité supplémentaire finalement pour les dirigeants d'entreprises familiales, quand ils sont eux-mêmes familiaux, d'être sur deux fronts en quelque sorte. Le front principal qui est celui de la performance et de la pérennité de l'entreprise, et puis un deuxième front qui est d'entretenir en permanence et de bonne foi ce que j'appelais tout à l'heure l'affectio societatis, c'est-à-dire veiller à ce que les actionnaires familiaux partagent le projet, soient impliqués dans le projet, mais sans interférer quand ils ne sont pas managers dans l'entreprise, dans la gestion courante de la dite entreprise. La clé, c'est la gouvernance, la clé. La clé, je pense, si vous me permettez, Patrick, c'est d'avoir préparé les choses, d'avoir réfléchi. Et je bois un peu du petit lait quand j'entends Patrick décrire le système qui est le sien, parce que effectivement, beaucoup de parties prenantes autour de l'entreprise familiale se sont un peu, pas raccrochées, mais ont vécu peut-être un peu plus sereinement la crise du fait qu'ils étaient en lien avec cette entreprise familiale. Quand une famille a écrit son projet, quand on a un projet d'actionnaire qui est clair, on sait pourquoi on est ensemble, valeurs, ce à quoi on tient, etc. On sait ce qu'on veut faire ensemble. Comment mon projet doit être incarné, vers où l'entreprise doit aller, quels objectifs je me donne. Et on se dit comment on va faire ça, avec une gouvernance, des processus d'information, etc. Tout ça, ça permet un bénéfice de stabilité. On a affirmé qui on était pour le long terme, donc stabilité. On a affirmé qui on était, donc identité aussi, on est lisible. Et tout ça fait qu'avec une organisation, en plus, on peut être prévisible dans la manière dont on va réagir face à un bouleversement comme celui qu'on a vécu. Donc là, il y a une dimension qui est très forte de préparation de l'actionnariat familial, et la gouvernance, c'était absolument clé. Et on le voit, j'ai échangé moi avec un certain nombre de dirigeants, je ferai référence à l'entreprise Daher en particulier, avec qui j'ai pas mal échangé à un moment donné, pendant la crise, tout au long de la crise finalement, très très chamboulé par la crise. On a une position du dirigeant dont Patrick ne parle pas parce qu'elle est très intime. C'est qu'on est aussi, on a entre les mains ce qui a été construit par plusieurs générations, et on se retrouve confronté à un bouleversement majeur qui va remettre en cause potentiellement tout ce parcours-là, qui peut être un parcours personnel. Et donc, chez les Daher, il y a notamment un familial qui a porté très très fort le développement, et donc il y a un parcours très personnel, mais c'est aussi un héritage qui remonte à plusieurs générations. Et ça, je me retrouve seul face à cette crise, avec cette pression supplémentaire. En plus, il y a ce que vous soulignez tout à l'heure de diversité dans l'actionnariat, mais rien que ça. Et là, on a vu des gouvernances se resserrer. Cette notion de gouvernance utile qui a été beaucoup affirmée, qu'on a entendu beaucoup à l'Institut français des administrateurs, dans d'autres associations, etc., avec des administrateurs qui se sont rapprochés des dirigeants pour avoir un rythme et un soutien des dirigeants des entreprises pour aider à passer cette crise, faire chambre d'écho, aider à prendre des décisions qui sont des décisions, encore une fois, peut-être un peu irrationnelles de temps en temps, mais parce qu'elles faisaient du sens pour ces collectifs-là, et qui vont faire courroie de communication, courroie de transmission vers l'actionnariat. Et c'était la dernière dimension que je voulais souligner, c'est qu'il y a un enjeu très fort à communiquer pour être lucide ensemble. Et puis après, on pourra élaborer. Bien sûr. J'aimerais justement évoquer l'une des fractures que soulève la crise au sein des entreprises familiales. C'est une fracture dite intergénérationnelle. L'opposition des cultures, des visions, des engagements d'une génération à l'autre est une réalité. Laurent, vous le constatez bien sûr chez vos clients. On l'évoquait lorsque nous préparions justement cette rencontre. Les jeunes générations sont émancipées et elles ne sont plus animées du même devoir qui autrefois pouvait les obliger à rejoindre le groupe familial. Cette réalité, est-ce qu'il faut s'en accommoder? Comment s'en accommoder? Alors, vous arrivez sur le sujet avec une question qui est formulée comme s'il y avait un problème à traiter. Et en fait, on est face à une opportunité et une richesse à aller chercher. Pourquoi c'est une opportunité? Parce qu'on va avoir des jeunes qui vont arriver, effectivement, qui sont moins dans le sens du devoir, plus dans l'appel du sens, et qui vont arriver chargés de ça. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'irais faire dans cette galère, quelque part? J'ai vu mon père travailler avec ses frères, parfois ça a posé des problèmes dans la famille, parfois ça a posé des problèmes avec mon grand-père, etc. Pourquoi j'irais là-dedans? Pourquoi j'irais travailler dans les sanitaires ou dans je ne sais quoi? Quel est le sens pour moi d'aller faire ça? Et fort de cette question, la plus jeune génération va arriver et va amener des questions qui sont des questions qui vont faire bouger le projet petit à petit.
Parce que l'entreprise familiale, si elle veut un projet de pérennité, elle est obligée d'accueillir la jeune génération. Comment je fais pour accueillir la jeune génération ? J'écoute ses aspirations, j'en nourris le projet. Si je ne fais pas ça, je repousse la jeune génération. Et donc de ce fait-là, il y a une forme de contrainte, et je comprends donc le sens de la question un peu tournée un petit peu négativement tout à l'heure, il y a une forme de contrainte à le faire, mais c'est aussi toute la richesse qui va permettre de nourrir le projet par un nouveau regard, des signaux faibles sociétaux qui vont arriver par ces nouveaux regards, ces nouveaux actionnaires. Ce n'est pas forcément d'ailleurs les jeunes, ça peut être les conjoints, etc. C'est le nouveau regard au sein de l'actionnariat. Vous le vivez, ça, Patrick ? Oui, absolument. De Martin Belizaud ? Moi, je partage, on partage beaucoup de choses en définitive. En particulier, ce que vous avez dit sur l'expression, j'allais dire sur l'écriture des valeurs du projet. Un des défauts des entreprises familiales, c'est qu'il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup de non-dits, et que finalement, on se convainc à tort que la cohésion va se poursuivre, notamment avec le passage générationnel, autour simplement de l'affect, du devoir, de l'héritage et de la transmission de l'héritage. C'est extrêmement malsain. Mais il faut convenir que beaucoup d'entreprises familiales, finalement, inconsciemment, jouent de cet environnement implicite, au lieu de poser clairement les problèmes. Or, au fur et à mesure que l'actionnariat se diversifie, que les générations passent, et a fortiori avec la nouvelle génération, qui est pétrie de qualité, hein, il faut se garder de la stigmatiser, elle a d'autres vues, mais qui sont très intéressantes. Je ne la stigmatisais pas, j'évoquais justement c'est une sorte de devoir, et au contraire, c'est l'émancipation qui est plutôt vertueuse. Mais face à ces nouveaux comportements, à ces nouvelles valeurs, je crois qu'il est encore plus nécessaire, même indispensable, d'exprimer les choses pour que, au-delà de la pression affective, qui est assez malsaine, je le redis dans certains cas, il y a une adhésion rationnelle. Et c'est effectivement très stimulant pour le dirigeant en place, moi je le vis, de se confronter en définitive à d'autres angles, à d'autres visions, qui correspondent évidemment aux angles et aux visions de la nouvelle génération de cette famille-là, mais qui correspondent plus généralement à de nouvelles attentes d'autres parties prenantes, comme on dit, qui peuvent être les clients de cette génération, qui peuvent être les financiers de cette génération, qui peuvent être les élus locaux de cette génération. Donc si on pose bien les problèmes et si on laisse s'exprimer, en l'occurrence cette nouvelle génération, paradoxalement, ça n'est pas un facteur de fragilisation de l'entreprise, mais au contraire de pérennisation, de pivotage, le cas échéant, de l'entreprise qui assure son avenir. Pour introduire ma question suivante, je vais prendre un cas très concret, qui est un cas d'actualité. On a vu se joue toujours une guerre épique autour de l'avenir du groupe Lagardère et de son président Arnault. Une guerre d'ailleurs conduite par des patrons d'entreprises familiales, pour l'essentiel, je pense à Bernard Arnault et Vincent Bolloré, qui sont venus au chevet d'Arnaud Lagardère, c'est un euphémisme, au début, et qui sont devenus, c'est aussi un euphémisme, très sensibles aux actifs de l'entreprise. Alors un mot non pas sur les prédateurs, mais sur la proie. Arnaud Lagardère, qui est l'héritier de l'Empire, donc créé par son père Jean-Luc. Denis Brunel, qui a travaillé pour de grands groupes familiaux, Perrier, Suchard, Monoprix notamment, a récemment publié un sévère réquisitoire contre la gouvernance des entreprises familiales. Le titre du livre, « Le crépuscule des héritiers ». Il estime notamment que le maintien au pouvoir des héritiers dans les grandes entreprises est nuisible, il faut le supprimer. Ce qu'il est advenu du groupe Lagardère en est-il une bonne illustration ? Laurent ? Alors, moi je ne connais pas bien le cas Lagardère, mais je vais prendre les idées qui sont dans votre introduction. Et je vais reprendre aussi un propos de Patrick tout à l'heure. Dans l'entreprise familiale et dans l'actionnariat familial, il y a un enjeu très important à séparer les sujets. On a des sujets qui sont de nature relationnelle, familiale, émotionnelle, des sujets qui sont de nature patrimoniale, de nature actionnariale et de nature opérationnelle qui sont dans l'entreprise, qui concernent l'entreprise elle-même. Il y a un enjeu à séparer tout ça et à ne pas tout mélanger. Dans un cas comme celui-ci, on aurait pu réfléchir de longue date au projet qui allait être déroulé par la nouvelle gouvernance, par les nouveaux dirigeants, se demander quelles qualités il fallait avoir parmi les dirigeants et composer une gouvernance qui permette petit à petit de dérouler un projet avec les bonnes personnes aux bons endroits, aux bons étages. Il n'est pas évident, et encore une fois je ne connais pas ce cas en particulier, mais il n'est pas évident qu'on ait eu les bonnes personnes aux bons étages de gouvernance. Et donc pour moi l'enjeu ici, c'est un enjeu d'anticiper beaucoup les transmissions, d'écrire un projet de sens
qui se traduit en une ambition, une stratégie d'actionnaire, et ensuite une organisation pour servir ce projet. Et la transmission, et je termine là-dessus, ce n'est pas un sujet entre deux personnes, pas un dirigeant qui choisit son successeur et qui lui transmet l'entreprise. La transmission, c'est un dirigeant qui dit « je vais passer la main », et c'est un collectif qui réécrit un projet, toute génération confondue, et qui se dit « tiens, ce projet-là, la bonne personne pour le porter, c'est cette femme-là ou c'est cet homme-là ». Et petit à petit, comme ça, on a une dynamique très collective qui se met en place en soutien de ce dirigeant qui a été choisi pour les bonnes raisons, etc. etc. Patrick, le cas Lagardère d'une part, mais aussi derrière cela, vous êtes un héritier par définition. Et justement, ce que doit être le rôle, la place d'un héritier dans la construction future d'un groupe familial? Alors, le cas Lagardère est très particulier. D'abord parce qu'on touche aux médias. Donc ça prend tout de suite une dimension politique, passionnelle, qui n'est pas la règle générale dans les entreprises, et singulièrement dans les entreprises familiales. Et ensuite, c'est une société en commandite. C'était jusque-là une société en commandite. Que personnellement, je trouvais un système extrêmement malsain. C'est la négation même de la bonne gouvernance, la commandite. Il me semble que c'est la négation même de la bonne gouvernance. Parce que pour qui ne bénéficie pas de ce régime, c'est-à-dire le commandité ou le commanditaire, il y a nécessairement, au fil du temps, peut-être même immédiatement, un sentiment d'exclusion et voire de dépossession de son pouvoir légitime d'actionnaire. Heureusement, il y a très peu de sociétés en commandite. Il y en a qui ont très bien marché, hein. Michelin par exemple. Hein. Donc là non plus, il faut pas énoncer de principes généraux, mais quand même. Après, moi je suis très décontracté sur ces sujets-là. Alors il se trouve que je suis rentré dans cette entreprise après avoir travaillé ailleurs. Mon frère travaillait déjà dans cette entreprise qu'il a quittée depuis, en termes de management et partiellement en termes de capital. Mais je me garde de considérer que automatiquement, mécaniquement, un héritier de la famille doit être placé à la tête de l'entreprise. D'abord, il peut y avoir des choix à opérer entre différents membres de la famille, et à ce moment-là, il faut des critères objectifs, ce qui à nouveau est très difficile dans un contexte familial, où il y a des interférences affectives qui sont quasiment inéluctables. Et ensuite, moi j'ai trop vu, dans le cadre notamment d'opérations de croissance externe, des entreprises dont les dirigeants à la deuxième, troisième génération avaient été placés là contre leur gré, et qui, par devoir familial, exerçaient un métier qui ne les intéressait pas, et à partir de là, l'exerçaient plutôt mal. Ou au contraire, à la génération 2, 3, 4, 5, des gens qui considéraient que de droit, ils devaient diriger l'entreprise alors qu'ils n'en avaient pas les capacités. Et ça n'est pas un cadeau pour l'entreprise elle-même. Et je crois que ce qui doit primer, et c'est vrai des entreprises familiales comme des entreprises d'une manière générale, c'est le corps social de l'entreprise, c'est le projet de l'entreprise. Et qu'à partir de là, si à un moment donné, il n'y a pas de solution familiale, il est de la responsabilité, mais à la limite même patrimoniale, du dirigeant de dire on passe la main. Bien sûr. On l'évoquait il y a quelques instants avec Laurent, la crise oblige à être extrêmement agile, toute crise oblige à être extrêmement agile et à remettre en question souvent des fondamentaux historiques de l'entreprise, ceux dont on a hérité. Ça peut être un poids, ça peut être même une force d'inertie, d'inhibition. Est-ce que vous avez vécu, notamment lors de la crise de 2008, justement 2009, est-ce qu'au moment de prendre certaines décisions lourdes peut-être, vous êtes-vous dit, waouh, j'ai quand même un siècle et demi derrière moi d'histoire, comment je vais composer avec cette réalité? Alors je me suis fait un peu peur. Hein. En 2009, on a perdu de l'argent, c'était la première fois depuis 40 ans. Les choses se sont bien redressées depuis. Moi, ça m'amène à une autre réflexion. Un des travers des entreprises familiales, c'est la consanguinité, c'est l'endogamie et c'est une forme de bunkérisation. Et je crois que, quelle que soit la taille, à vrai dire, de l'entreprise familiale, mais a fortiori si ça devient une ETI, voire une grande entreprise, c'est de la responsabilité des actionnaires, de l'actionnaire majoritaire, du dirigeant patrimonial, d'aller chercher des compétences, bien sûr, dans son management, mais également dans ses organes de gouvernance, faute de quoi le poids de l'histoire, une forme de conformisme, une sorte d'obstination à vouloir reproduire en permanence le modèle historique, le modèle fondateur de l'entreprise, peut être extrêmement dangereux pour l'entreprise elle-même. Est-ce qu'il est, pardonnez-moi justement par rapport à ça, est-ce qu'il est particulièrement difficile, lorsqu'on est un dirigeant, un actionnaire familial dirigeant d'entreprise, de recruter des collaborateurs qui composent bien sûr sa garde rapprochée, ou au contraire, alors il y a bien sûr des vertus, mais on peut aussi imaginer que ce sont des sources de freins pour convaincre. Est-ce que je me trompe ?
Alors d'un côté, je pense qu'il y a une attractivité croissante et rapidement croissante des entreprises familiales, en tout cas dans certains métiers à une certaine taille, y compris pour des cadres de très bon niveau, diplômés, qui viennent d'entreprises d'un autre profil. Mais de la même manière qu'au sein de l'actionnariat, en l'occurrence familial, ce qui est essentiel, c'est de définir une règle du jeu et de la respecter. Parce qu'on peut comprendre qu'y compris des candidats de très haut niveau aient un doute quand il négocie avec une entreprise familiale, quant à la capacité du dirigeant, parce qu'il est familial, parce qu'il est héritier dans un certain nombre de cas, à lâcher du pouvoir. Et c'est vrai que ce risque correspond souvent à une réalité. Donc le vrai sujet, c'est que le dirigeant patrimonial, les actionnaires familiaux se posent les bonnes questions et se disent, dans l'intérêt, y compris patrimonial, des actionnaires, il faut élargir les compétences, il faut aller chercher des talents à l'extérieur. Il ne faut pas, ce qui arrive malheureusement dans un certain nombre d'entreprises familiales, d'avoir dans la gouvernance et dans le management que des membres de la famille, au seul motif qu'ils sont membres de la famille. Donc c'est une forme d'examen de conscience, c'est une prise de risque, mais il faut le prendre ce risque, sinon c'est l'étouffement. Examen de conscience. Il faut vraiment casser la machine à pensée unique. C'est ce qu'on a beaucoup dans certaines entreprises familiales de plusieurs générations. On a un modèle qui a fonctionné, qui a fait ses preuves et que beaucoup veulent préserver absolument autour d'un champion qui est peut-être le porteur du projet depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, parfois plus que ça. Et on ne remet pas ça en cause. Et donc clairement, moi je partage tout à fait ce que dit Patrick sur la gouvernance ouverte, la nécessité de faire entrer des regards nouveaux dans l'actionnariat, dans la gouvernance, dans le management bien sûr. On a certaines familles, je pense au cas de la famille Agnel quand elle était actionnaire de Métro, qui considèrent qu'il y a conflit d'intérêt entre être actionnaire familial et être salarié de l'entreprise, et dirigeant d'entreprise. On ne peut pas mêler les deux. Donc ça, c'est une vision extrême de séparer les visions patrimoniales, actionnariales, etc., dont je parlais tout à l'heure. Mais on a des gens qui le reproduisent d'une autre manière. Chez Yves Rocher, on a une direction qui est très fortement incarnée par un familial, et un conseil de surveillance qui est 100% non familial. Et donc, c'est un autre cas de figure, mais qui montre aussi une séparation très forte entre les couches pour que le bon niveau de challenge soit là et pour qu'on aille chercher le bon niveau d'adaptabilité. Pour recruter un dirigeant au sein d'une entreprise familiale, pour moi, il y a une règle qui est très claire, c'est celle qu'a rappelé Patrick, il faut écrire les choses. Il faut que les perspectives et l'organisation soient très claires. Et quand on a un enjeu, si on crée ce poste de dirigeant non familial, au moment où on le crée, c'est là qu'il peut y avoir toutes ces tensions sur est-ce que je vais vraiment avoir mon espace ? Il y a un enjeu très fort à écrire la gouvernance et à se dire qu'est-ce qui relève de l'actionnaire, qu'est-ce qui relève de l'organe de gouvernance, qu'est-ce qui relève du dirigeant, qu'est-ce qui relève des activités, etc. Et là, tout le monde est confort. Souvent, les ETI, c'est le cas de Martin Bélézot, sont des entreprises familiales. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a récemment déclaré que ces ETI sont trop grandes pour être aidées comme les petites, et elles sont trop petites pour être aidées comme les grandes. Elles sont invisibles en France, renchérit l'économiste Olivier Bomsel, et pourtant elles brillent, notamment en termes de création d'emplois, mais pas seulement. On l'évoquera aussi rapidement après, en termes de politique de RSE et peut-être de sensibilité au nouveau statut, par exemple, d'entreprise à mission. Les ETI familiales souffrent-elles d'un manque de considération de la part des pouvoirs publics? Et en quoi le MEDEF, d'ailleurs, travaille-t-il à cette mise en lumière, ou peut-être ne travaille pas insuffisamment, d'ailleurs, à cette cause-là? Bon, les données chiffrées sont connues. Il y a proportionnellement 3 à 4 fois moins d'ETI familiales en France, quelle que soit leur activité, qu'en Allemagne et même en Italie. Ça, ce sont les faits, et ça ne bouge pas beaucoup, à vrai dire. En tout cas, si ça bouge, ça ne bouge pas dans le bon sens. Il y a, comme dans beaucoup de domaines, un décalage entre le discours et la pratique des élus politiques, qui tiennent des discours vibrants sur les ETI. Je ne m'en prends pas à Valérie Pécresse en disant ça, elle n'est pas seule dans ce cas-là, mais qui, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, ne se mettent pas en accord avec leurs propos. Je prends simplement un exemple. Dans la loi Pacte, il y a des dispositions très intéressantes qui ont été prises pour exonérer de forfait social les accords d'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Pourquoi 250 salariés? Parce que les budgétaires sont passés derrière et se sont dit ça va coûter trop cher si on étend le dispositif, la loi de Bercy, notamment aux ETI.
et ainsi de suite. Donc oui, il y a une urgence à ce que les pouvoirs publics se mettent en accord avec eux-mêmes et puis rendent service aux entreprises d'une manière générale, à l'économie, en favorisant l'émergence et la pérennité d'ETI. Je donne un deuxième exemple. Dans tous les dispositifs extrêmement puissants et efficaces de soutien qui ont été mis en place depuis le printemps 2020, notamment au titre du Fonds de solidarité, il y a des plafonds alors, supposément dictés par la Commission européenne qui limitent à 10 millions d'euros la prise en charge des frais de structure pour les entreprises qui ont été mises à l'arrêt administrativement ou qui de fait le sont. Alors 10 millions d'euros quand on est à la tête d'une ETI de plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, de plusieurs milliers de salariés, on ne crache pas dessus, mais proportionnellement, c'est une prise en charge de ces pertes exogènes qui est dérisoire par rapport à ce que peuvent toucher de plus petites entreprises. Voilà, il y a un certain nombre de cas comme ça qui démontrent que la nation, finalement, un peu grandiloquent, la nation n'est pas autant qu'elle le prétend en soutien des ETI. Sur cette partie-là, moi je prendrais une perspective... Pardonnez-moi, parce qu'on a malheureusement le temps avance, j'aimerais bien aussi que vous réagissiez, parce qu'on évoque la loi Pacte, entreprises à mission, RSE, on dit des entreprises familiales qu'elles ont une appétence particulière pour les causes sociétales. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se mesure ? Mais c'est un constat historique, Denis. C'est un constat historique. Et là, vous avez rappelé tout à l'heure que moi, j'avais été président du holding de ma famille. Mon arrière-grand-père a créé en 1928 une société à Brive-la-Gaillarde. Et j'en ai été président donc, en 2010, entre 2010 et 2013. Mon arrière-grand-père, avec 7 autres dirigeants locaux, en 1932, a créé ce qui est devenu la Caisse d'allocation familiale locale. Et donc, ce genre d'engagement-là, on les trouve historiquement un peu partout. Et donc, cette fibre est très forte. Sophie Bellon a fait une tribune très remarquée il y a quelques mois disant « Je ne serai pas entreprise à mission ». Parce qu'en fait, je le vis aujourd'hui quotidiennement et ce n'est pas ce statut qui va changer quelque chose à cet engagement de mes équipes, au sens qu'on donne à notre action, etc. Donc c'est bien dans l'ADN, on revient à l'ADN. C'est bien dans l'ADN, mais... Pas toujours, mais il y a un enjeu à aller chercher... à aller l'expliciter ça. Parce que parfois on se fait un petit peu plaisir aussi avec cette dimension d'ADN. Donc nous, avec Family & Co, on pousse la notion de responsabilité sociétale de l'actionnaire. Comment est-ce que le projet de l'actionnaire va être nourri de dimensions de responsabilité sociétale qui vont être mises en cohérence avec la responsabilité sociétale de l'entreprise, des marques, etc. pour qu'il y ait une cohérence de tout ça et qu'on pousse l'actionnaire à réfléchir sur cette notion de responsabilité qui, pour nous, est une condition de la pérennité. J'agis de manière responsable, je solidifie des écosystèmes qui sont les conditions, qui sont le socle pour un développement de long terme de mon entreprise. Et donc tout ça étant vertueux, etc. Jusqu'à aller à entreprise à mission, qui a une dimension qui notamment a été créée pour faciliter le dialogue entre dirigeants et actionnaires autour de dimensions sociétales. Dans l'entreprise familiale, cette dimension-là, elle est moins nécessaire. Donc, je n'ai pas de réponse très claire à votre question, Denis. Un cas concret, là aussi, et c'est important aussi de partir... Et pardonnez-moi une seconde, juste pour dire un tout petit mot sur la suppression de l'ISF et les pactes Dutreil, qui ont créé les conditions maintenant pour que beaucoup de choses soient possibles et pour que le nombre d'entreprises familiales se redéveloppe en France. Suppression de l'ISF, on libère les gouvernances parce qu'il y avait un enjeu à être mandataire social quand on détenait un certain pourcentage du capital, etc., pour être exonéré d'ISF, qui ont figé les gouvernances durablement. Et là, ça c'est un loquet qui a sauté, qui est très puissant. Et puis Pacte Dutreil qui permet, si on travaille bien, une transmission avec des professionnels, on arrive à réduire considérablement les taux. Le cabinet Fidal, avec qui je travaille de temps en temps, me disait qu'on arrivait à tomber jusqu'à 7% de droits de succession, de droits de transmission. Ce qui est quand même, c'est le taux du canton de Vaud, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc paradis fiscal français, quelque part, de ce point de vue-là. J'aimerais voir avec vous un cas très concret, parce qu'il a ébranlé le monde des entreprises familiales il y a encore peu. On a le groupe LVMH, qui est une entreprise familiale, qui décide de s'emparer, contre son gré, d'un autre groupe de luxe familial, qui est Hermès. Il n'y est pas parvenu. L'actionnariat d'Hermès a tenu bon. Il a été lui-même d'ailleurs fragilisé à un moment, mais il a tenu bon. Vous êtes tous les deux sensibles aux particularités, y compris éthiques, des entreprises familiales. Quelle trace laisse finalement cet épisode-là et comment vous-même le jugez-vous, vous qui tous deux parlez justement des valeurs des entreprises familiales ? Patrick. Je voudrais
juste là aussi souscrire à ce qui a été dit notamment sur les pactes du Treil. Et pour l'avoir vécu il y a 3 ans maintenant, j'ai organisé toutes mes donations à mes 3 filles. C'est vrai que le frottement fiscal, tout à fait légalement, est assez faible quand on prend les choses en amont avec des vrais professionnels. Bien. Sur le cas... C'est important de le rappeler parce qu'on oublie souvent. Oui, et ça corrige ce que j'ai pu dire un peu virulent tout à l'heure sur le fait que les pouvoirs publics n'appuient pas suffisamment les entreprises familiales. Mais ça demande de la méthodologie et de l'anticipation. Sur le cas Hermès LVMH, moi j'ai pas d'avis particulier. Je pense que ça reprend finalement tout ce qu'on a déjà dit. Il ne peut pas y avoir, au-delà, je dirais, des organisations juridiques contraignantes, des pactes, etc., que l'on peut mettre en place dans une entreprise, il ne peut pas y avoir durablement d'attachement des actionnaires familiaux à une entreprise s'ils n'y trouvent pas leur compte. S'ils ne trouvent pas leur compte sous forme de rémunération, de valorisation de leur patrimoine quand c'est coté en bourse, typiquement le cas d'Hermès, mais au-delà de ça, s'ils n'adhèrent pas à un projet. Et moi, je ne trouve pas choquant qu'à un moment donné, il y ait des actionnaires familiaux qui provoquent des révolutions de palais, qui provoquent une vente d'une entreprise. Il y a d'autres cas où il y a eu des tensions extrêmement fortes. Je pense à Wendel, par exemple. Finalement, c'est la démocratie actionnariale. Et il n'y a aucune raison au motif qu'une entreprise serait familiale, elle ne pratique pas, si possible, exemplairement la démocratie actionnariale comme toute autre forme d'entreprise. Voilà, alors chez Hermès, ils sont retombés sur leurs pattes, je dirais. Ça n'avait pas été le cas dans d'autres opérations qu'avait pu mener antérieurement Bernard Arnault, notamment sur Louis Vuitton. Et puis ça lui a bien réussi. Et puis je pense que les actionnaires familiaux historiques de ces entreprises qui ont rejoint LVMH se portent assez bien sur le plan patrimonial de l'évolution du cours de l'action. Mais voilà, il faut que ça respire tout ça, parce que c'est un corps social, l'entreprise, et ça l'est encore plus si elle est familiale. Et on ne peut pas imposer durablement des contraintes à des personnes, en l'occurrence, qui au bout d'un moment ne les supportent plus. Pour conclure, malheureusement on arrive au bout de notre échange, à quelles conditions les entreprises familiales ont-elles l'avenir qu'elles méritent ? Laurent. Je dirais d'abord, c'est le sens un petit peu du propos qu'on a porté jusqu'à présent. Vous avez bien raison là-dessus. L'idée de se préparer, de réfléchir ensemble. On est toujours dans cette dialectique de l'individuel versus le collectif dans l'entreprise familiale. Mon intérêt patrimonial, mon intérêt business du quotidien, mon lien émotionnel aux autres. Et donc comment est-ce que je nourris l'aventure collective de sens pour un actionnaire finalement de hasard, qui est l'actionnaire familial. Je n'ai pas choisi de devenir actionnaire. Et donc comment je me remotive à le rester individuellement et collectivement avec les autres autour d'un projet de sens. La crise, en fait, qu'on vient de vivre et dont on est en train de sortir avec grand bonheur, fait qu'on se repose beaucoup de questions, on a révélé des fragilités, on a révélé des points d'appui. Il y a un enjeu maintenant à tirer les enseignements et à profiter de tout ce que la crise nous dit. Ça fait sauter un certain nombre de tabous, notamment on ne peut plus vivre sans avoir un plan de succession des dirigeants qui soit calé, parce qu'on peut se retrouver avec un comité de direction entier aux urgences pour quelques semaines, donc ce genre de choses-là qui apparaissent. Et puis le dernier point, donc un projet structuré et une gouvernance structurée. Être organisé pour travailler, pour décider, pour faire circuler l'information, pour qu'on puisse se comporter comme un collectif, comme un socle actionnarial qui va être le socle au développement du projet de l'entreprise. Patrick. Là aussi, je crois qu'il faut d'abord énoncer et valider un projet. Et la période qu'on vient de traverser, qui finalement est un amplificateur ou un accélérateur de tendances de fond qui pour l'essentiel existaient et se dessinaient déjà, est une excellente occasion de se poser les bonnes questions collectivement au sein d'une entreprise, au sein d'un actionnariat familial, pour se projeter dans l'avenir. Avec une force extraordinaire qu'ont les entreprises familiales, sous réserve que la règle du jeu et que le projet soit écrit et partagé, qui est évidemment cette capacité à se projeter dans l'avenir. Et je crois que c'est extrêmement mobilisateur pour un actionnariat familial de se dire on a un plan à 5 ans, à 10 ans, qui, sauf accident, notamment accident physique, sera incarné en définitive par l'un d'entre nous, par plusieurs d'entre nous, parce que ça crédibilise ce projet. Et donc il y a une espèce de cercle vertueux qui fait que tout ça étant bien partagé en amont, tout ça étant porté par
une ou plusieurs personnes qui ont été consensuellement au sein de la collectivité actionnariale désignée s'engagent d'une certaine manière, sans qu'il y ait de révolution de palais, sans qu'il y ait d'OPA, sans qu'il y ait de fonds d'investissement qui brutalement changent de dirigeants, changent de stratégie, s'engagent à porter ce projet. Et c'est là que les entreprises familiales ont une capacité de prise de risque qui, à mon avis, va au-delà de tout ce qui peut exister ailleurs. Merci à vous, elles ont de beaux jours devant elles. En tous les cas, vous écoutez. Merci Laurent et merci Patrick. Merci à vous, merci Denis.